Ici, vous avez un exemple de programme linéaire à nombre entier de PLNE. Oubliez les données. Oubliez la fonction objectif, mais ce qui se passe. Vous pouvez avoir un nombre continu. Vous pouvez avoir une zone réalisable où vous pouvez choisir n'importe quel point. Dans la zone réalisable, c'est une solution réalisable dans cette zone-là. Mais lorsque nous sommes en nombre entier, c'est que les points qui représentent des solutions entières qui sont des solutions réalisables. Je ne peux plus, par exemple, appliquer un algorithme de points antérieurs qui part d'ici, après il se balade par là, ensuite par là, comme il veut. Il ne peut plus aller à sa guise d'une solution à l'autre, parce qu'il n'a plus le droit de toucher que à ces points-là, qui sont des solutions entières. Donc c'est une différence de nature du problème. Le problème change de nature. Je ne suis pas dans un problème continu. Je ne peux pas rentrer, si je peux m'exprimer comme ça, comme dans du beurre dans la zone réalisable, mais je dois passer d'une solution entière à une autre. Je dois faire toujours attention que je reste en nombre entier. Et vous allez voir, ça va beaucoup compliquer les algorithmes. Donc mon objectif, c'est d'introduire la programmation linéaire à nombre entier. J'aurai 3 volets à discuter, mais pour démarrer, l'essentiel, c'est de vous faire comprendre la difficulté des problèmes de nature discrète. Ils sont beaucoup plus difficiles que les problèmes continus. Et pourquoi? À cause d'un phénomène que j'appelle explosion combinatoire, qui n'existe pas en continu. Je donne un premier exemple de problème de nature discrète. J'ai n reines sur un échiquier de taille n fois n. D'accord? Et si vous savez jouer aux échecs, deux dames situées sur la même colonne, sur la même ligne ou sur la même diagonale, elles s'attaquent mutuellement. Mais moi, je veux caser n dames sur un échiquier qui ne s'attaquent pas mutuellement. Je peux faire un exemple. 4 x 4, si je me place dans le monde 4 x 4, voilà comment je peux faire. Disons que mon échiquier, je veux mettre des points. J'ai A, B, C, D, vous allez m'aider. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est mon échiquier. Je mets des points partout. Déjà, pour comprendre la difficulté, s'il vous plaît, dites-moi où est-ce que je peux placer 4 dames qui ne s'attaquent pas mutuellement sur cette table. Vous pouvez me dire... Déjà, il faut des lignes et des colonnes différentes, ce qui me donne une première information. Je ne peux pas mettre plus que 4. Parce que si je m'amuse à mettre 4 reines, je suis obligé de mettre 2 reines sur la même colonne. C'est pas possible. Mais pour comprendre la difficulté, déjà vous pouvez voir ce phénomène d'explosion combinatoire. Ça veut dire quoi? Il y a trop de possibilités imaginables. Vous pouvez commencer par exemple avec, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je commence avec D1. Qu'est-ce que je fais avec la deuxième reine? Je peux pas la mettre là, ni là, ni là. Peut-être ici. Et après, je me retrouve bloqué ici. Oui. Je sais pas, vous pouvez imaginer n'importe quelle solution. Dites-moi ce que vous pensez. Il y a plusieurs manières d'aborder le problème, mais vous voyez qu'il y a trop de possibilités. Donnez-moi une idée à vous. On déroule jusqu'à ce qu'on obtienne une erreur, on remonte au fur et à mesure. Ça veut dire, je commence, je mets une reine ici. On voit qu'en B2 ça marche pas, donc on est plus en A2. Oui. Ah oui, B2 ça marche pas, on l'a vu, on met ici. Ouais. Après, je passe à la troisième colonne. Là on n'a pas le choix, c'est C3. Oui, C3. Mais là, je suis mort. Voilà. Si je peux parler comme ça. B1 ne marche pas.
Donc ça veut dire que ça va pas. Je dois revenir en arrière, ça marchait pas. En fait, si je mets une dame ici, il me semble que ça marche pas. Oui, je le sais moi. Mais vous pouvez pas voir l'argument. Et par symétrie, le A1 ne marche pas non plus. Oui, on peut pas mettre une reine dans un coin. Si je mets une reine ici à C1, par contre, je peux voir la deuxième ligne, ici ça va pas, ici ça va pas, ici ça va pas, ici ça rentre. Je passe à la troisième colonne, ici ça rentre. Quatrième colonne. Tac. Je l'ai eu. Et là, c'est une solution pour n égale 4. C'est la plus petite valeur de n pour qui admet une solution. Ouais. Question. Je vous donne après une solution pour n égale 8. C'est peut-être plus facile. Voilà. Pour n égale 8, imaginez combien de possibilités je peux avoir pour placer les n reines, même sans faire les calculs. Il y a beaucoup. Après, je vous donne une autre... il y a plusieurs manières d'aborder le problème. Je veux aborder deux types d'algorithmes généralement dans mon cours. Et c'est très bien illustré sur ce problème. Il y a deux types d'algorithmes qui nous intéressent. Des algorithmes exacts. Tout ce que vous avez vu pour l'instant avec moi, c'était des algorithmes exacts. Ça veut dire qu'on a toujours eu la solution optimale à la fin. Mais vous imaginez, si je suis dans un problème industriel chez EDF, parce qu'il y a des entreprises d'optimisation qui travaillent pour EDF et qui ont des millions de clients et des milliers de fournisseurs d'électricité, d'éoliennes, je ne sais plus trop quoi, ils sont dans des tailles de problèmes vraiment gigantesques. Ils ne vont pas pouvoir toujours résoudre le problème d'une manière exacte. Et si on ne peut pas résoudre le problème de manière exacte, on peut le résoudre de manière approchée. Ça veut dire qu'on peut donner une solution d'une certaine qualité, mais on ne peut pas prouver son optimalité. Une manière de résoudre ce problème, mais ça c'est pas un algorithme exact, ce que je vous présente, mais juste pour comprendre la chose. Cette première étape, excusez-moi, on place n dames n'importe où, vraiment n'importe où, sur l'échiquier. Ça donne une solution qui n'est pas bonne, mais on peut essayer de la réparer par des améliorations locales. Je donne l'exemple. C'était une solution optimale. Donnez-moi une solution aléatoire. Ça veut dire quoi? Je m'amuse, je mets un x ici, vraiment aléatoire. Un x ici, un x là, et un x ici. C'est pas bon. Je sais. Mais je peux partir d'une solution qui n'est pas bonne. Et on regarde où est-ce que ça va pas? Quels sont les problèmes avec cette solution? Et on va trouver, il y a un problème ici, c'est de là. Il y a un problème ici, c'est de là. Et il y a aussi la diagonale B2, D4. C'est de là, elle s'attaque aussi. Donc pour un algorithme, c'est pas trop dur à faire l'inventaire de répertorier, si vous voulez, c'est des contraintes violées. Il va répertorier les contraintes et il va voir que cette dame-là, c'est vraiment pas à sa place ici. Elle viole, cette dame-là, elle attaque toutes les autres toutes les autres dames qui restent, donc il va la bouger. Je sais pas trop comment, mais il va se dire, si je la bouge, disons que je peux la bouger en haut, en bas, à gauche ou à droite. Si je la bouge ici, oui, ici c'est plus ou moins pareil peut-être, parce que, voilà, admettons je la bouge ici, parce que si je la bouge ici, j'ai diminué le nombre de contraintes violées
Je l'appelle aussi le nombre de conflits d'une unité. Parce que celle-là, elle va attaquer C2 et B1. Okay? C'est mieux. Par la suite, il peut regarder cette dame, elle est aussi en conflit avec deux autres. Avec un peu de chance, il va se dire, je dois bouger celle-là ou celle-là, mais celle-là, je viens de la bouger, je déplace une autre. Avec un peu de chance, il va voir que si je déplace ça vers le bas, mine de rien, j'ai amélioré un peu la solution. J'ai perdu encore un conflit, mais j'ai gagné un autre ici. Bon, c'est pas sûr d'arriver à la solution optimale, mais avec un peu de chance, il va peut-être se dire, à un moment donné, voilà, je déplace celle-là aussi, parce que je ne l'ai pas touché pour l'instant, et j'ai ce conflit-là que je peux réparer. Donc je la déplace par exemple en haut. C'est déjà mieux, dans ce moment-là, je vois que c'est cette dame-là qui est toujours en conflit avec B1 et avec C4. Et là, si on la monte ici, pouf, zéro contrainte violée, zéro conflit, on a la solution optimale. Ça, c'est ce qu'on appelle un algorithme approché ou un algorithme heuristique. Un algorithme qui peut trouver de bonnes solutions, mais il ne peut pas certifier leur optimalité. C'est comme si un producteur agricole, dans le problème de tout à l'heure, se disait, tu sais, je ne me casse pas trop la tête de savoir exactement combien de pastèques et de blé mettre dans la boîte. J'ai l'impression que cette solution, elle n'est pas trop mal. Et s'il n'est pas obsédé par l'idée de maximiser le profit, c'est mieux que rien, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un algorithme heuristique. Des questions, des remarques? Une deuxième solution, c'est exact. Une deuxième, la deuxième idée la plus naïve, ça veut dire quoi? Vérifier toutes les n puissance n solutions candidates. Ça veut dire quoi? Si je reviens dans le monde 4x4, je peux le voir la solution la plus naïve, on a fait mieux tout à l'heure, c'est de dire quoi? Je prends colonne par colonne, et j'ai combien de choix pour la première colonne? 4. Une fois que j'ai placé la première colonne, j'ai combien de choix pour la deuxième? Dans l'absolu, encore 4. Même si on a fait mieux, on a vu que tous les 4 ne sont pas bons. Mais dans l'absolu, on a un algorithme tout bête, il aurait pu essayer toutes les 4 solutions. Et si j'ai 4 choix pour la première colonne, et pour chaque choix, j'ai encore 4 choix pour la deuxième, et encore 4 pour la deuxième, pour la troisième, et encore 4 ici. Combien de solutions je dois avoir? Le nombre total de configurations possibles, le nombre de manières dont on peut mettre les dames sur 4 dames sur la table, ça donne combien? 4 fois 4 fois 4, 4 puissance 4, donc même pour n égale 4, ça donne 256. D'accord? Ne faites pas la bêtise de dire 4 plus 4 plus 4 plus 4, c'est multiplié. Parce que si on joue à la loterie, par exemple, sur des matchs sportifs, sur des matchs de foot, c'est pareil un peu. Si on a 10 matchs de foot, et on joue à la loterie, je joue pas, je ne sais pas comment ça marche, mais j'imagine que je peux avoir 10 matchs de foot. Chaque match de foot, il y a 3 possibilités. Quel est le nombre total de possibilités pour gagner? Combien de billets? 3 puissance 10, si on veut être sûr de gagner. C'est un peu pareil, 3 puissance 10. Et ici, j'ai 4 puissance 4. Okay. Nous, on a fait un peu mieux tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a accepté 4 solutions pour la première colonne. Mais du moment où je mets une dame ici, il me reste que 2 choix sur la deuxième, vous comprenez?
Donc peut-être qu'en pratique, j'ai 4 multiplié par combien de choix il me reste. Ici, c'est 4 fois 2. Mais oublions un peu le monde 4 fois 4. Si je suis dans un monde 8 fois 8, du moment où je mets une dame sur la première colonne, il me reste combien de choix pour la deuxième colonne? 6. Oui, c'est ça, oui. 5 ou 6. Oui. Si je la mets dans un coin, c'est 6. Si je la mets ailleurs, c'est 5. Quand même, c'est quelque chose. Et si jamais, au lieu de n égale 8, j'ai n égale 15, ça va faire mal, parce que je pars de 15, peut-être fois 12 ou fois 13. Après, ça veut dire, même si on fait ça, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a toujours un nombre exponentiel de solutions. Ça veut dire un nombre vraiment énorme de possibilités. Comment on le sait? J'ai du mal à le calculer d'une manière précise, parce que si je mets la première dame dans un coin, il me reste 6, sinon 5. En fonction de comment ça tourne, pour chaque colonne, je peux avoir un nombre différent de possibilités. Mais ça ne va pas diminuer d'une manière si fatale. Donc, j'ai une vidéo à voir avec vous. Ici, on va suivre ce raisonnement dans cette vidéo, ligne par ligne. Voilà, il fait ligne par ligne. Vous comprenez? Elle a mis celle-là ici, il reste 6 choix pour la deuxième, c'est vrai. Une fois qu'on a mis la deuxième ici, je vais avoir 4 choix pour la troisième. Et je laisse l'algorithme tourner, et vous allez voir comment ça marche. Donc il essaye de construire. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, il ne pleut plus. Donc il a déplacé celle-là, là ça ne va pas. Il arrive. Ça va. Non. Cette dame, il ne peut pas la placer. Ça veut dire qu'il va déconstruire ce qu'il vient de faire. Ça rentre, ça marche plus. Ça marche plus. Il essaye. Et il continue. C'est ça la logique. Où il essaye. Ça, c'est l'explosion combinatoire. Il y a trop de solutions quand même à explorer. C'est pas n puissance n. C'est pas 8 puissance 8, ce qui aurait été vraiment fatal. Mais au lieu de 8 puissance 8, c'est peut-être 6 ou 7 puissance 8, ou 4 puissance 8, je sais pas. Mais je sais pas. Là, la question la plus grave qu'on se pose. Voilà. On pense qu'il est sur le point de finir. Ah non, pas de bol. Tu dois continuer. Ah non. Ah non. Pas de bol encore. Non. Ah non. Ah, il arrive. Oh. Et il continue. Il continue, il essaie. Ah non, celle-là, ça ne va pas marcher. Ah non. Voilà. Ok, il essaye. Vous comprenez combien de possibilités il doit tester. L'ordinateur, d'accord, le fait plus vite que cette vidéo. Ça, on est d'accord. Mais il doit quand même tout faire. C'est vrai, pour n égale 8, un algorithme rapide qui tourne sur une machine, il le fait très vite. Mais si on lui donne n égale, c'est pas 40, le même phénomène qu'on voit ici, on va le voir à l'échelle de la machine pour n égale 40.
C'est le même phénomène qui va se passer à une autre échelle de vitesse pour un ordinateur qui fait, même pour l'ordinateur le plus rapide du monde. La question qu'on se pose, on est à l'échelle humaine ici. La question la plus grave, vous l'avez peut-être déjà deviné. Combien de temps ça va durer? C'est ça. Pardon? Déjà à cette vitesse-là, on étudie l'algorithme au ralenti. À votre avis, il va finir dans 2 minutes, dans 10 minutes, dans 3 heures? S'il finit dans 3 heures, je peux faire un tour et je reviens à la fin du cours. Et c'est bon. D'après votre intuition, il va prendre combien de temps? 45 minutes. Très bonne estimation. Un peu moins. Même on ne peut pas le savoir. Il finit en 45 minutes, un peu moins. Une demi-heure, oui. Cette vidéo, elle dure une demi-heure. Plus précisément, 29 minutes et 07 secondes. À cette vitesse-là, donc, vous comprenez, je vais aller, donc vous comprenez, rien que regarder comme ça au ralenti, vous voyez combien de combinaisons il a dû quand même essayer. Tac, 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 tac. Et si vous voulez, pour avoir un minimum de satisfaction, je m'arrête à la minute 28 pour voir, il nous reste 1 minute et de mémoire il va finir même si on a l'impression que c'est pas la bonne voie parce qu'il va déconstruire de mémoire. Voilà, celle-là passe pas, l'autre ça va pas non plus, mais finalement quand même après une demi-heure il me semble que ça va. Il me semble qu'à partir de là, bon, il va réussir. À partir de là, il me semble que tout ce qu'il construit, ça va fonctionner. Donc le nombre de possibilités, il est gigantesque. Donc du coup, si on a un problème de nature discrète à résoudre, on tombe toujours dans ce type de phénomène que j'appelle explosion combinatoire. Trop de possibilités. On s'en sort plus. Il a réussi, ok. Oui. Vous comprenez? La question de la vitesse d'exécution de l'algo ne change pas la nature du problème parce que voilà, j'ai une deuxième animation plus rapide. C'est pas la vitesse de la machine, mais c'est plus rapide. Voilà. Si je suis plus rapide, ça veut dire quoi? Je le fais plus vite, mais le nombre de l'explosion combinatoire, elle est toujours là. Ça veut dire qu'à une vitesse élevée, j'arrive peut-être à résoudre en une demi-heure le même problème pour un échiquier de taille 10 x 10. Parce que ça a grandi. Et si j'utilise le même algorithme, même sur l'ordinateur le plus rapide du monde, du moment où le nombre de possibilités explose lorsque n augmente, si je lui passe n égale 50, avec cet algo, même avec l'ordi le plus rapide du monde, il n'arrive pas. Il y a trop de possibilités. Donc je voulais vous sensibiliser à ce phénomène-là pour expliquer pourquoi c'est un sujet difficile. C'est plus facile que la programmation linéaire. Par contre, on va souvent se servir de la notion de relaxation pour relâcher un problème discret en un problème continu. Ça veut dire quoi? Si j'ai une zone réalisable comme celle-là où je considère que des solutions entières et je maximise par exemple un profit, si je relâche la contrainte que les solutions doivent être entières, je me retrouve dans la programmation linéaire classique. Et par relaxation, si je maximise, j'optimise, je trouve un profit plus petit ou plus grand. J'optimise un problème et je relâche plus grand, oui. Oui, donc ça va être la relaxation continue ou la relaxation linéaire. On va se servir de la programmation continue, de l'appel classique, pour avoir un profit
Et du coup, on sait que notre solution, c'est Oui, on a ce qu'on appelle une borne. On sait que notre solution ne peut pas dépasser une certaine borne. Mais c'est une des méthodes qui nous permet de, fixer un périmètre au problème, avoir une idée sur qu'est-ce qu'on peut espérer, même par la relaxation. Okay. Et pour ce type de problème, on va utiliser un algorithme qui s'appelle Branch and Bound. Mais il est 20h30. Je vais faire une pause plus longue, mais je me permets de poser le problème que je vais résoudre à mon retour. Parce que vous prenez une pause, mais si vous n'avez pas d'autre chose à faire, pensez à ce jeu-là, s'il vous plaît, qui est aussi un jeu combinatoire. On va voir le même phénomène d'explosion combinatoire. Qu'est-ce que je veux faire ici? C'est un type de jeu qu'on appelle Monopoly. On part de Go et j'ai le droit de faire à chaque opération 3 choses. Je peux sauter 2 cases et récupérer l'argent. Je peux sauter 3 cases et récupérer l'argent. Par exemple, si je saute 3 cases ici, je récupère 15 €. Et à tout moment, j'ai le droit de quitter le jeu. Même dès le départ, j'ai le droit de dire je ne veux pas jouer. Et si je ne veux pas jouer, j'ai rien perdu, rien gagné. 0 €. Mais si je saute 3, je gagne 15 €. Et je peux dire j'ai gagné 15 € et bye bye. Je pars à la maison avec 15 €. Le problème qu'on se pose ici, c'est de trouver le saut qui permet de maximiser le bénéfice. Donc on fait une pause de 15 minutes, peut-être, ou même 10, si j'arrive vite, mais vous pouvez réfléchir à ça. Oui? On peut avancer soit de 2 cases, soit de 3 cases, Oui? soit de 2 cases, 3 cases, 2 cases, on sort quand on veut. Oui. Mais on ne peut pas revenir en arrière, on saute toujours de gauche à droite. C'est ça la question. Donc vous avez compris. On peut sauter 2 cases, 3 cases ou partir. Et voilà, dites-moi, je reprends le jeu. Dites-moi si vous avez trouvé la solution optimale ou je vous laisse réfléchir. Oui? Pour moi, c'est quand même d'avancer 3 cases. Pour récupérer le 15, non? Ouais. Et on arrête? Ouais. Déjà 5 minutes. Ah, Ah oui, peut-être. Avec 15 moins 8 plus 3 plus 6. Oui. C'est ça. Oui, donc. Je sais pas si c'est Ouais. mal, mais C'est ça. Je 15. pensais à 8. Ouais, c'est ça. Comment on appelle ça aux échecs, le gambit? Vous voyez de quoi je parle? On perd, ça veut dire, lorsque j'ai pris le 8, j'ai perdu. Mais je sacrifie quelque chose aujourd'hui pour gagner plus tard. Ah, je sais pas, on appelle ça aussi. Donc, vous sacrifiez, il y a beaucoup de théories aux échecs que vous sacrifiez un pion au début, vous pouvez gagner plus tard. Ici, je sacrifie parce que je perds le moins 8. Donc, je saute sur 15, moins 8, 3 plus 6, je récupère. Ce qui montre que c'est difficile de trouver la solution optimale quand on a autant de possibilités. Et pour énumérer toutes les possibilités, on va appliquer un algorithme qu'on appelle Branch and Bound, qui est utilisé aussi pour la PLNE, mais avec d'autres types de relaxation. Et vous allez voir aussi ce qu'on appelle un arbre de possibilités, un arbre de décision, qui fait qu'on aura beaucoup de possibilités à explorer, mais on doit diminuer au maximum le nombre de possibilités. Ok, je vais faire ça au tableau, je pense. Donc, de quoi il s'agit? Je démarre de 0 et je fais un arbre avec toutes les possibilités. C'est ça mon objectif. Ok, donc ok.
on va garder, donc l'objectif c'est de maximiser le profit. Chaque action qu'on fait nous donne une solution réalisable. Rien que sauter sur 15 nous donne une solution réalisable, ce qu'on appelle dans notre terminologie borne inférieure. C'est une borne inférieure du profit parce que si je peux sauter sur 15 et partir, ça veut dire que le profit optimal est au minimum 15. Supérieur ou égal à 15, d'accord? Je ne peux pas faire pire. On l'a déjà vu. Et la notion de borne supérieure, c'est quelque chose qui nous indique un profit illusoire qu'on ne peut pas dépasser. Et ce que je vais retenir dans le cadre de cet algo, je vais retenir une borne inférieure universelle que j'écris en haut à droite. Et au début, c'est 0. J'utilise la terminologie B1. B1. Au début, c'est 0. Ça veut dire qu'au départ, je peux quitter le jeu dès le départ et je pars à la maison avec 0. C'est une borne inférieure parce qu'au moins, je ne vais pas me retrouver à découvert, si je peux parler comme ça. Je ne me retrouve pas avec un profit négatif. Donc, qu'est-ce que je peux faire à partir de 0? Si je fais un saut de 2, je mets ici la racine de l'arbre si vous voulez, une flèche vers le haut, ça veut dire que je fais un saut de 2. Donc si c'est une flèche vers le haut, ok, c'est plus 2. Si c'est vers le bas, c'est plus 3, d'accord? C'est ça la logique. Je pars d'ici. Mais déjà, même avant de démarrer le jeu, je connais une borne inférieure qui est 0. Vous me suivez? Il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Mais je veux aussi une borne supérieure. Pour la PLNE, nous, on va calculer les bornes supérieures grâce à la programmation linéaire. C'est quoi une borne supérieure? Un profit illusoire. Ça veut dire, au départ, je sais que je peux partir à la maison avec 0. Mais qu'est-ce que je peux espérer quand même? Pourquoi 32? Si on prend tout ce qui est positif sur la table, c'est un profit illusoire, une borne supérieure. Ça veut dire, je ne peux pas partir à la maison millionnaire. Ça, c'est sûr. J'ai une borne inf de 32. Et je veux dire que ça, c'est la racine de mon arbre de branchement. Et ici, je vais écrire comme ça. B sup 32, 2.32. Et ici, j'ai deux choix à faire. Si je fais un saut de 2, vous comprenez, je saute ici. Ici, donc borne sup supérieur et profit actuel 0. D'accord? Si je saute 2 cases, je me retrouve ici. Et ici, je peux faire pareil. Le profit, si je saute ici, c'est moins 21, d'accord? J'ai perdu. Qu'est-ce que va être... C'est quoi la borne sup ici? Du moment où j'ai sauté sur moins 21, Ce sera 32 moins 21. 32 moins 21, donc je vais avoir B sup. Vous avez dit 32 moins 21, 11. Si je suis cette voie-là, vous allez voir, on aura beaucoup trop de voies à explorer. Mais si je suis cette voie-là, bon, le maximum que je peux espérer ici, c'est 11. Et actuellement, j'ai moins 21. C'est ça la sémantique. Si je saute 3 cases, donc je me place vers le bas et je vais sauter sur 15. Ici, je me retrouve avec un profit de 15. D'accord? Et la borne sup, ça va être, si je fais ça, 32 de nouveau. Mais du moment où j'ai découvert ça, c'est ça la logique de l'algorithme qu'on va utiliser aussi pour la PLNE. J'ai trouvé une solution qui vaut 15. Ça veut dire que je sais que je peux partir à la maison avec 15 euros. Je mets à jour la borne inférieure globale. C'est une mise à jour. Je sais que je peux partir à la maison avec 15 euros. Qu'est-ce que se passe ici, dans cet algorithme? Je le répète, il s'appelle Branch and Bound.
il y a quelque chose d'intéressant ici. J'ai deux branches. Les deux branches peuvent conduire à d'autres sous-branches. Et je peux générer un arbre qui a une taille colossale. Mais, qu'est-ce qu'on pense maintenant de cette branche-là? J'ai une borne sup de 11. Ça veut dire que si je fais ça, si je prends cette voie-là, je ne peux pas gagner plus que 11. Mais on a une borne de 15. Je sais que je peux partir à la maison avec 15. Et si je vais par là, je ne peux pas espérer à plus que 11. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que je peux supprimer cette branche-là. Déjà, ça veut dire que ça m'a réduit le travail par 2, d'une certaine manière, parce que déjà au début, j'avais 2 choix. Un des 2 choix, il n'est plus là. À partir de... donc, je répète, là, je suis sur 15. Je peux sauter 2 et j'arrive sur moins 8. Si j'arrive sur moins 8, je me retrouve avec un profit de 7. Et là, pour calculer la borne sup, vous savez comment on peut faire? Pardon. Pour calculer la borne sup, en fait, la clé du succès de cet algorithme, c'est de trouver les bornes sup les plus intelligentes. Ça veut dire que je viens de sauter sur moins 8, j'ai un profit de 7 et je suis là. Quelle est la borne sup maintenant? 7 plus, pas plus 32. J'ajoute à ce que je possède en ce moment ce qui me reste devant, ce qui me reste à droite, parce que je peux récupérer que l'argent qui est à droite. 19. Je vais écrire B sur 19. Si je saute 3, j'arrive sur moins 7. Donc, ça me donne un profit de 8. Et même là, on peut être un peu plus intelligent, de plus en plus intelligent sur la borne sup. Si je suis là, quels sont mes... Qu'est-ce que je peux espérer récupérer? Qu'est-ce qu'il me reste sur la table? 12, c'est vrai. Mais je ne peux pas récupérer le 3 parce que c'est juste à côté. Une borne sup pas trop dure à calculer, c'est de récupérer tout ce qu'il me reste devant, sauf la toute première case que je ne peux pas toucher. Donc ça fait 8 plus 9, 16. Hein? Je vais écrire comme ça, 16, c'est borne sup. 17. Merci. Ok, donc on a fait 2 niveaux dans l'arbre de décision. Ok. Oui, ça ressemble à l'élagage alpha-bêta utilisé en intelligence artificielle. Où on utilise aussi des heuristiques pour chiffrer les possibilités qui existent pour chaque branche. Ouais. Oui, c'est ce type d'algorithmes qui sont utilisés derrière. Et par exemple, dans un problème comme celui-là que je viens de vous donner tout à l'heure, pour le TP, juste pour vous dire comment ça démarre en PLNE. Pour résoudre un programme linéaire en nombre entier, GLPSOL, qu'est-ce qu'il a fait? Un peu comme nous, à la toute première itération, il va calculer une borne sup. Nous, on a calculé une borne sup, comment? On a additionné tout ce qu'il y avait sur la table. Mais comment il fait un logiciel d'utilisation pour calculer une borne sup? Il va résoudre la relaxation linéaire. Ça veut dire qu'il a compris qu'il a un problème. Il a compris qu'il a un problème en nombre entier à résoudre, mais pour avoir un profil illusoire et une borne sup, il va se poser la question: qu'est-ce que se passe si le problème n'était pas entier mais continu? Et lorsque vous voyez
optimal LP solution found, ça veut dire solution PL optimale trouvée, ça veut dire que GLP Sol a résolu la relaxation linéaire du problème, ce qui est très facile pour lui, plus facile que le problème en nombre entier, et grâce à ça, il a une borne sup. Par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un arbre de branchement qu'il ne peut pas afficher, mais lorsque vous voyez, là il affiche des informations, si vous voulez, sur l'arbre de branchement avec les bornes sup et les bornes inf, et lorsqu'il a écrit true is empty, ça veut dire quoi? C'est un peu ce qu'on a fait nous lorsqu'on a fini l'algorithme de tout à l'heure. On a trouvé la branche optimale, on a coupé toutes les autres branches qui ne conduisent pas à de meilleures solutions, et l'arbre est vide. On a tout évalué. Et une fois qu'il a trouvé true is empty, une fois qu'il a décrété que l'arbre est vide, il a trouvé la solution, ça veut dire que ça lui a donné la solution en nombre entier. Donc en fait, ce que ce logiciel affiche ici sur ces 6 lignées, derrière, comme ça vous comprenez un peu ce qu'il fait, derrière il a exécuté l'algo de branch and bound. Donc les premières étapes, c'est la relaxation du problème pour avoir une première borne sup. Après il a calculé d'autres bornes ici. Il donne des infos, bon, on ne peut pas trop lire ça, ne vous embêtez pas. Et une fois que l'arbre a été complètement exploré, c'est bon. Donc derrière, c'est ce type d'algo. Des questions, des remarques. Donc je peux fermer, je pense, cette fenêtre. Donc ici, vous avez la solution du jeu précédent. C'est dans les slides, pour ceux qui suivent à distance. Je ne vais pas faire d'autres exos sur ce type de questions. Vous l'avez compris, je pense, non? À l'appel. Et je vais revenir à un problème que j'avais déjà abordé avec vous au niveau du TPM. Mais je voudrais juste comprendre un peu la théorie derrière. Voilà. C'est comme ça que je me suis mis à l'optimisation. Je me suis retrouvé une fois dans une banque. J'avais 2 choix à faire. J'avais à voler des barres d'or et des paquets de billets. Mais j'étais un peu plus faible qu'aujourd'hui. Je pouvais porter pas plus que 20 kilos. Le sac à dos, il avait un volume de 32 litres. Et il fallait choisir quoi mettre dans le sac pour maximiser le butin. Une barre d'or, ça coûte 3 unités de profit si vous voulez. Et un paquet de billets, ça coûte 1 unité de profit. Les deux ont le même volume, 6 litres. Mais bien sûr, la barre d'or, elle est plus chère. Elle pèse 8 kilos. D'accord, et un paquet de billets est 3 kilos. Vous comprenez? La police risquait d'arriver d'une seconde à l'autre. Si on a quelques millisecondes pour réfléchir, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une solution heuristique ou approchée. Si j'ai très peu de temps, même à l'échelle humaine, on doit trouver une solution qu'on ne peut pas certifier. Vous voyez? À l'échelle de l'ordinateur, c'est facile. À l'échelle de l'ordinateur, c'est pareil. Si l'ordinateur a un problème de grande taille, mais très peu de temps, il va devoir s'en sortir avec une solution heuristique. S'il a beaucoup de temps, il va pouvoir dérouler un algorithme exact à base de branch and bound. Mais bon, disons, vite fait, qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas le temps de beaucoup réfléchir? Oui, pour l'instant, si on reste en nombre entier, oui. Vous prenez 2 barres d'or et un paquet de billets. Mais attention, ça reste un tout petit peu trompeur, parce que il y a une analyse plus fine qu'on peut faire. C'est une solution optimale, c'est vrai, mais on ne peut pas le savoir, je vous le dis moi en avance. Spoiler, c'est une solution optimale, mais en principe on ne le sait pas. Parce que pour l'instant, je ne vous ai pas donné de preuves. Mais si vous prenez 2 barres d'or et un paquet de billets, vous gagnez combien?
300 000, Oui, donc 600 000, plus un paquet de billets, je pense. oui, Donc 700 000. 700 000. Ok. Pourquoi prendre cette solution d'abord? Je vais vous montrer pourquoi il y a un tout petit truc un peu trompeur. C'est vrai, si j'avais très très peu de temps, c'est ce que je ferais, mais pourquoi? Non, parce que les billets pour les starters occupent le même volume. Donc Oui. il faut oublier cette. Donc en termes de volume. C'est juste qu'on a un volume de 32 litres au max. Et que les bardeurs, ça rapporte plus par kilo que Oui. les billets. Et donc du coup, on en prend plus. Oui, tout à fait, oui, merci. La barre d'or, en termes de valeur par kilo, elle 3 sur 8, si vous voulez, est supérieure à 1 sur 3. Donc, la barre d'or est la plus intéressante. Donc, c'est la première chose à faire. En algo-glouton, il ferait ça. Mais on va voir plus tard, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pas la seule solution optimale. Donc ça, c'est une chose qu'on n'a peut-être pas abordée. Ça peut paraître bizarre. C'est pour ça c'est un peu trompeur. Vous pouvez aussi prendre... Qu'est-ce que ça se passe si vous prenez une seule barre d'or et 4 paquets de billets? 4 billets. 4 billets, oui, d'accord. Ça fait 300 000. Oui. 4 billets, ça fait 700 000. Oui. Et Est-ce que les contraintes sont respectées? Oui, parce qu'on a 20 kilos et on a 1 kilo. Les contraintes sont toujours respectées. Donc on a deux solutions de même valeur. Et ce qui est un peu peut-être relativement contre-intuitif, parce que dans l'absolu, si le paquet de billets, si on augmente si on ajoute un seul billet dans le paquet, et au lieu d'avoir un coût de $100,000, on a $100,000 et 1 euro. Donc si le paquet de billets il est légèrement plus cher que les données que j'ai affichées, la deuxième solution qui consiste à prendre 4 paquets de billets devient supérieure à la première. Ou inversement, si jamais le prix de l'or baisse un peu. Parce que finalement, le prix de l'or, il est sujet à des variations boursières. Une petite baisse du prix d'or. Et la deuxième solution qui prend 4 billets devient optimale. Ce qui prouve que l'algo-glouton qu'on a pris la première fois, il ne donne pas forcément automatiquement la solution optimale. Voilà, donc là on l'a déjà vu avec vous, mais si jamais on vous demande dans un TP noté de modéliser le problème sur papier et d'écrire le problème d'une manière mathématique, vous avez déjà vu ça. Et vous savez aussi déjà le modéliser par GLP-Sol. Quand je demande le programme mathématique, le modèle mathématique écrit sur papier, vous mettez ça. Donc faites attention, Z+. Z, c'est l'ensemble des valeurs positives entières. Ok? Ça s'écrit comme ça. Je ne vais pas beaucoup insister sur l'exemple GLP-Sol parce que c'est ce type de problème de modélisation. Nous, on l'a déjà vu, d'accord? Culture générale, on peut modéliser la même chose sous Julia. Je vais couvrir ces 2 slides seulement si vous me le demandez. Est-ce que ça vous intéresse à notre langage de programmation? Vous pouvez me dire non, je ne me fâche pas. Pas trop? Julia, c'est un langage nouveau. Il a une dizaine d'années. GLP-Sol, il date depuis presque un demi-siècle, je pense. L'avantage d'un langage de programmation qui permet de résoudre ça, c'est qu'après la résolution, on peut
de la programmation, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut afficher une fenêtre graphique pour afficher la solution, on peut faire... C'est un langage de programmation qui sait tout faire. Alors que GLP-Sol, retenez ça, GLPK, GLP-Sol, il sait faire une seule chose. Pardonnez-moi l'expression, il sait avaler un modèle et cracher une solution. C'est tout. Et afficher la solution. Mais avec un langage de programmation, par exemple, vous pouvez utiliser un modèle comme un sous-problème d'un problème plus complexe. Je vais pas beaucoup parler de Julien. Ok. Qu'est-ce que vous pensez maintenant d'un problème qui s'exprime d'une autre manière? Si je peux rêver un peu, disons, je suis un restaurateur de luxe. Il y a un resto au sommet de la Tour Eiffel, je pense qu'il y a. Ça doit être un resto de luxe. Et de très petite taille. Imaginez que vous ayez que 5 tables. Et des tables de 8 personnes ou de 3 personnes. Comment on va modéliser le problème? Si je vous donne comme information que une table de 8 vous rapporte 3 000 euros et une table de 3, ça vous rapporte 1 000 euros. Enfin, quel que soit le restaurateur, quel que soit le restaurant, n'importe quel restaurateur, il a un nombre fini et fixe de tables, de chaises, et il a un profit moyen par table. Et il doit configurer sa salle. Donc, du coup, comment on va modéliser ce problème? Quelle va être la fonction objectif? Donc, en fait, je vais avoir une variable x1 pour la table de 8 et une variable x2 pour la table de 3. Qu'est-ce que ça va donner la fonction objectif? 3 fois x, 3 fois x1 plus x2. Tout à fait, merci. Et la contrainte du nombre de tables, elle ressemble à quoi? x1 plus x2 inférieur ou égal à 5. Ici, oui. Et au niveau des chaises, qu'est-ce que vous pensez de 8x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 20? Okay. Pourquoi je vous parle de ce problème? Pour comprendre bien la force de modélisation de tout ce qu'on a vu. Parce que qu'est-ce qu'on a ici? 3x1 plus x2, 8x1 plus 3x2 et x1 plus x2 inférieur ou égal à 5. Le problème de tout à l'heure du cambrioleur, on avait le même objectif? Voilà ce qu'on avait. 3x1 plus x2. Mais ici, c'était 300 000 euros. De l'autre côté, c'est 3 000 euros. Mais vous comprenez le problème. Comme résolution est le même. 8x1 plus 3x2, ça représentait le poids. Pour nous, ça représente les chaises. Et tout à l'heure, on avait une contrainte de volume à la place de x1 plus x2 inférieur ou égal à 5. On a 6x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 32. D'accord, c'est pas pareil. Mais si vous divisez ça par 6, ça va donner... Je vais l'écrire. Je vais l'écrire ici. Si je divise 6x1 plus 6x2 inférieur ou égal à 32, je divise par 6. Div 6, si vous voulez. Diviser par 6, j'obtiens x1 plus x2 inférieur ou égal à 5.3333. Alors que le dernier modèle que je viens d'afficher, il a quoi? Oui,
c'est exemple x2 inférieur ou égal à 5. Mais là, si on réfléchit bien, comme j'ai x1 et x2 des valeurs entières, on peut simplifier parce que lorsque je dis qu'une valeur entière, en l'occurrence x1 plus x2, est inférieure à 5 et quelques, je ne peux jamais avoir cette valeur en nombre entier égale à 5,2. Donc, en fait, ça implique la contrainte, ça implique que x1 plus x2, de facto, ça revient inférieur ou égal à 5. Donc vous voyez de cette manière-là comment on a pu modéliser deux problèmes de nature très différente par le même modèle. Donc, après, je vais donner un autre exemple qui est un peu plus dur à modéliser par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Je suis à Paris. Je veux aller en vacances au soleil à Malaga. Et en fait, je veux calculer le chemin le plus court. Ça, c'est un exemple typique de problème d'optimisation qui est vraiment utilisé peut-être même par les algorithmes de Google. Parce que ça, c'est une capture d'écran de Google Maps ou par un GPS. Vous avez un GPS. Vous lui demandez le chemin le plus court vers Malaga. Derrière, il va utiliser un algo d'optimisation. Pourquoi? Si tout ce que vous voulez, c'est vraiment d'avoir le chemin le plus court et rien d'autre, ça s'appelle le problème du chemin le plus court, qui dans cette forme-là, il est vraiment étudié depuis un demi-siècle, et il y a des algorithmes très bien rodés. Pas besoin de faire de l'optimisation poussée. Mais si vous commencez à ajouter des contraintes, type, je veux bien aller à Malaga, mais j'ai uniquement 40 € à dépenser comme frais de péage. Ça veut dire que vous voulez le chemin le plus court, mais vous avez une contrainte financière. C'est le chemin le plus court, le problème du chemin le plus court sous contrainte. Le problème, il devient déjà un peu plus difficile, mais il est encore gérable. Mais si vous vous amusez à ajouter une deuxième contrainte, un étudiant m'a donné une fois l'exemple, je veux éviter les voitures de police. C'est peut-être pas pédagogique, mais vous comprenez, j'ajoute une deuxième contrainte. Le problème, il devient ce qu'on appelle NP dur, ça veut dire il devient très difficile et il faut des algorithmes d'optimisation. Je pense qu'un GPS lambda, il ne peut pas faire ça, c'est sûr. Mais même Google Maps, mine de rien, il m'a proposé d'une certaine manière ici deux chemins vers Malaga. Il y a un chemin qui passe par Bordeaux, par Madrid. Et il arrive comme ça. À strictement parler, c'est celui-là le chemin le plus court. Mais il a compris que dans l'absolu, l'utilisateur lambda, il nous cherche toujours le chemin le plus court parce qu'il peut avoir d'autres critères en tête. Peut-être que le chemin qui passe par Barcelone, par Valence, peut-être qu'il est moins cher en termes de péage. Je ne sais pas. Je donne un exemple. Donc un utilisateur pourrait préférer le deuxième chemin. Il passe par Lyon, Valence. D'accord? Ou bien peut-être qu'il est une route, peut-être que cette route est plus agréable. Vous voyez, vous longez la côte de la Méditerranée, il y a d'autres stations touristiques, peut-être, je sais pas. C'est peut-être plus agréable de longer la côte comme ça. Donc il y a plusieurs critères qui peuvent être en contradiction et la modélisation nous oblige à les prendre en compte d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez comme ça dans l'abstrait la manière dont je pose le problème. Après, on va devoir le formaliser. Et pour le formaliser, voilà comment je vais l'écrire. Là, je passe à des chiffres. Je vais utiliser un graphe. N'ayez pas peur de tous ces chiffres-là. Focalisez-vous, s'il vous plaît, d'abord sur cette modélisation à base de graphes. Qu'est-ce que j'ai ici?
j'ai la ville de Paris, la ville de Malaga, ça c'est la ville de Bordeaux. Donc, c'est un graphe qui me dit quoi? Pour arriver à Malaga, je peux passer par Bordeaux. Je fais Paris-Bordeaux, Bordeaux-Malaga, admettons. Vous comprenez? Pour Google, lui, il peut stocker un graphe avec 1000... Il peut prendre un sommet de graphe pour n'importe quel village de France et de Navarre et d'Espagne. D'accord? Il peut avoir un graphe avec 1000 sommets. Moi, je simplifie pour des raisons pour les besoins pédagogiques, vous comprenez? Mais lui, derrière, il peut avoir tout un graphe avec beaucoup de possibilités. Et ici, j'ai Toulouse, donc je peux prendre Paris, Toulouse, Valence, Malaga, Paris, Lyon, Valence, Malaga. Après, ici, moi, j'ai chiffré les choses. Parce que, par exemple, XPT, c'est la variable Paris-Toulouse. Et par exemple, je peux dire que j'ai 600 km de Paris à Toulouse. Vous comprenez? C'est une simplification pour des raisons pédagogiques. Peut-être c'est 600 et quelques. Je peux aussi chiffrer le péage, admettons que c'est 0. Et je peux ajouter par exemple un deuxième critère qui peut intéresser certains utilisateurs, soit le nombre de voitures de police qui circulent sur cette route, soit, je sais pas, le nombre de kilomètres qui longe la côte. C'est 0. Si je fais Paris-Toulouse, je vois pas la mer. Vous comprenez? C'est 0. Mais si je fais Paris-Bordeaux, je vois un peu de mer. Je longe un peu la côte. Et un exemple de problème qu'un GPS pourrait modéliser, c'est, je minimise les kilomètres. Et ici, vous avez 600 XPT. Et là, ça devient un peu plus complexe par rapport aux modélisations qu'on a vues tout à l'heure. Ça peut être aussi bien de faire une pause. XPT, comme variable, ça représente quoi? Ça ne représente pas une quantité de quelque chose. Dans les exemples qu'on a vus précédemment, même dans le TP, toutes les variables représentaient des quantités. La quantité du blé, le nombre de télé, le nombre de pastèques. Ici, XPT, à strictement parler, ce n'est pas une quantité. C'est une décision. Ah oui, c'est le fait de passer par... Oui, c'est le fait de prendre cette route ou pas. C'est une décision. Je prends la route XPT. Et si je prends la décision de prendre la route XPT, ça me coûte. Je vais parcourir 600 km parce que je les récupère ici. Vous voyez? En termes de péage, voilà, ça peut être mal écrit, mais XPT n'apparaît pas dans... Ça, c'est la contrainte de péage. J'imagine que j'ai que 90 €. Ici, c'est 60 pour XPL. Si je prends Paris-Lyon, c'est mal aligné. Vous voyez, mine de rien. Vous voyez, si vous avez un code informatique mal aligné, ça fatigue les gens. Le XPL, il aurait, à strictement parler, c'est correct comme information, mais j'aurais dû la mettre ici pour faciliter la lecture. Et c'est pareil si vous écrivez du code informatique. Donc ici, je peux avoir une contrainte de péage qui m'indique que je ne veux pas payer plus de 90 €. Et ici, je peux avoir une contrainte qui me demande de voir la côte, la mer ou l'océan, pour une longueur de 200 km au minimum. Et le modèle s'exprime comme ça. Mais le problème va être un peu plus délicat à comprendre dans les décisions. Et je vais faire une pause peut-être après. Oubliez les chiffres. Dans tout ce que vous voyez ici, si vous voulez, oubliez les chiffres. Mais regardez s'il vous plaît avec moi ces contraintes-là. Toutes les variables sont binaires, mais ces contraintes-là, c'est des contraintes qu'on n'a pas encore vues. C'est des contraintes d'une autre nature. Et là, vous pouvez comprendre la richesse des problèmes qu'on peut exprimer.
Je commence par le bas, qui est un peu plus facile à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire XPL égale XLV à votre avis? XPL, c'est la variable de décision qui me dit je prends la route de Paris à Lyon. XLV, c'est la décision je prends la route de Lyon à Valence. Pourquoi je mets XPL égale XLV? À partir du moment où on est passé par Lyon, après, il n'y a pas tellement d'autres choix, quoi. Oui, du moment où j'ai pris la décision de prendre la route de Paris à Lyon, si je prends la décision de partir de Paris vers Lyon, la voiture qui part de Paris à Lyon, pour espérer arriver à Malaga, une fois arrivée à Lyon, elle doit aller vers V. C'est ok, d'accord? Pareil XPB BM. Si je passe par Bordeaux, si la voiture arrive à Bordeaux, elle doit sortir vers Bordeaux, et pour sortir de Bordeaux, elle va prendre BM. XPT TV c'est pareil, mais c'est peut-être légèrement plus délicat de voir par rapport à V. J'ai XLV plus XTV égale XVM. Ça veut dire? Pardon? C'est comme pour le flux. En électrique, on les appelle aussi les lois de Kirchhoff. Ça veut dire, si une voiture arrive à V, soit par T, soit par L, peu importe, mais du moment où elle arrive à V par T ou par L, donc XL plus XTV, elle doit sortir par VM. Les lois de Kirchhoff pour l'électricité, c'est pareil, sauf que ce n'est pas des voitures qui arrivent, c'est des électrons. Les électrons constituent le courant électrique. Donc s'il y a le nombre des électrons qui arrivent à V, doivent sortir. Voilà, donc le problème il est un peu plus délicat à modéliser. Et je finis avec ces deux contraintes-là. Et comme ça, vous aurez vu toute la modélisation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous XPT plus XPL plus XPB égale 1? Alors, on prend soit on va vers Bordeaux, soit on va vers Toulouse, soit on va vers... Une voiture doit quitter Paris. Il faut que la voiture quitte Paris, soit par PT, soit par PL, soit par PB. Et la deuxième X, et après il me reste XVM plus XBM. Ça veut dire, il faut arriver à Malaga. Et pour arriver à Malaga, on passe par B ou par V. Et comme ça, vous obligez le solveur à résoudre le problème. Parce que j'ai donné des fois ce sujet comme TP, j'aurais pu le donner comme TP il y a 2 semaines, mais je trouve la modélisation un peu trop fastidieuse pour un TP d'initiation. Il y a beaucoup d'étudiants qui oublient ça, qui écrivent tout sauf ça. Mais si vous écrivez pas ça, vous comprenez, il peut donner la solution 0. Il peut donner la solution 0 qui coûte 0. Donc des choses qui paraissent très naturelles, il faut quand même les modéliser. Ok, après vous avez un slide avec un modèle sous Julia. Mais bon, je voulais vous montrer la diversité de ces problèmes. Je veux juste vous dire comment un voleur astucieux aurait pu prouver l'optimalité de sa solution. 700 000 euros, mine de rien, même assez vite. Il aurait pu prouver ça assez vite s'il connaissait la notion de relaxation. Donc je rappelle les données, mais vous les avez vues tout à l'heure. On a trouvé cette heuristique, 2 fois l'or et 1 fois le billet, avec un profit de 7. C'est une solution de bonne qualité, mais je suis loin de vous avoir persuadé que c'est optimal. Je ne vous ai pas donné un seul argument pour dire que la solution est optimale. Parce que des fois, même les profs peuvent se tromper.
Comment on peut faire ça pour prouver que c'est optimal? La première question pour savoir si c'est optimal, c'est je pose le problème comme ça. Est-ce que je peux espérer obtenir un profit supérieur beaucoup plus important que 7? Je veux d'abord avoir ce qu'on appelle une borne sup. Je sais que je peux partir chez moi avec 700 000 euros, mais je ne sais pas. Déjà, vous comprenez, je ne peux pas partir chez moi millionnaire, même avec ce problème-là. Je ne peux pas arriver à 1 million, vous le sentez déjà. Avec ce problème, peut-être le maximum qu'on peut espérer déjà, au lieu de 700 000, peut-être 800 000, mais pas 1 million. Pourquoi? Disons que dans mes rêves les plus fous, je suis face au même problème, mais j'imagine que j'avais sur place le matériel, le four, pour fondre l'or. Si j'avais un four pour fondre l'or, je pourrais convertir le problème en nombre entier en nombre continu. Le voleur n'a pas peut-être la terminologie nombre entier, nombre continu, mais il peut imaginer dans sa tête se poser la question, mais si seulement je pouvais prendre une partie fractionnaire de l'or, si seulement je pouvais le fondre et de prendre avec moi seulement ce que je voulais, dans ce cas-là, qu'est-ce que se passe? Si on est en nombre continu, et là, l'or, comme on l'a déjà dit, au niveau du volume c'est pareil, mais il est 3 fois plus cher. Au niveau du poids, il est plus intéressant que les billets. Ça veut dire 1 kilo d'or, si je mets dans mon sac à dos 1 kilo d'or, il va occuper le même volume qu'1 kilo de billets, si vous voulez. Le volume c'est pareil. Mais si je mets dans le sac 1 kilo d'or, il va me rapporter plus cher qu'1 kilo de billets. On est d'accord, 1 kilo de billets nous rapporte 1 sur 3. 1 kilo d'or nous rapporte 3 sur 8. Mais lorsque je suis dans un monde continu, j'ai plus ce problème combinatoire. Du moment où l'or il est plus intéressant que les billets par rapport aux deux critères, je n'ai aucune raison d'utiliser un seul gramme ou un seul litre pour mettre des paquets. Si j'ai une seule petite quantité de billets dans le sac, si je remplace la même quantité par de l'or, au volume c'est pareil, c'est plus cher et en termes de kilos, c'est plus efficace de mettre de l'or. Ça veut dire que la solution optimale du problème va utiliser 0 billet. Je répète, si j'avais la possibilité de couper l'or. Et du moment où je mets 0 billet, oubliez les billets. Je vais mettre que de l'or dans le sac. Si je mets que de l'or dans le sac, combien je peux en mettre? Pour arriver à 20 kilos, une barre ça pèse 8. Deux barres et demie. Ok. Donc dans mes rêves les plus fous, si je pouvais fondre l'or, je prends 2 barres et demie. La valeur de 2 barres et demie, c'est 7,5. 2 barres et demie fois 3, 2 et demi fois 3, ça fait 7,5. Ça veut dire que dans mes rêves les plus fous, si je pouvais fondre l'or, je pouvais partir chez moi avec 7,5. Mais ça me donne quoi? C'est une borne sup. Même dans mes rêves les plus fous, je ne peux pas arriver à 8. Donc si je ne peux pas arriver à 8, si je ne peux pas dépasser 7,5 et j'ai une solution qui vaut 7, ça veut dire que cette solution qui vaut 7, elle est optimale. Donc grâce à la relaxation, j'ai pu prouver à l'échelle humaine que ce problème, grâce à la relaxation linéaire, j'ai pu prouver que la valeur de 7 est optimale. Donc vous voyez,
pour un raisonnement de quelques minutes, mine de rien, on a la possibilité de prouver l'optimalité. Donc, ça, c'est la notion de relaxation linéaire, c'est une intuition. C'est très important de mémoriser, s'il vous plaît, la notion de relaxation linéaire.